Deuxième partie du cours, les concepts de base de l'ingénierie système. Donc, après avoir redéfini l'ingénierie système, nous irons interroger les concepts et définitions de base de cette discipline. Donc l'ingénierie système telle que nous l'avons définie dans la partie précédente est un ensemble de méthodes coopératives interdisciplinaires, enfin intervenir des équipes qui maîtrisent différents types de technologies, qui englobent donc toutes les activités pour concevoir, développer, faire évoluer, vérifier, d'un ensemble de produits, processus et compétences, on en parlera de système, on donnera une définition plus précise du système tout à l'heure, qui apportent donc des solutions économiques et performantes aux besoins à l'origine de la démarche système. Alors maintenant, nous allons préciser un certain nombre de choses, un certain nombre de concepts associés à l'ingénierie système. Et pour définir ces concepts, eh bien, on va prendre un exemple qui est lié à une activité qu'ont réalisé les étudiants de l'ENSTA Paris Tech il y a 2 ans, c'est-à-dire un projet Sumo qui consistait à construire des robots chargés d'expulser d'un dojo un robot adverse. Donc les 2 robots se font face, on attend 3 minutes, au bout de 3 secondes, les robots démarrent, il y a un choc et le plus efficace des robots expulse l'adversaire hors du terrain. Et donc on va s'appuyer sur cette notion de robot, Sumo, pour définir les concepts de base de l'ingénierie système. Alors pour ce faire, pour illustrer les différents concepts, j'ai choisi un des robots des équipes qui avaient participé à ce concours Sumo, l'équipe numéro 1, et on va se poser un certain nombre de questions liées au concept de l'ingénierie système à propos de ce robot. En quoi ce robot est un système? C'est un système parce que c'est un objet. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui répond à une finalité, il a été construit dans un objectif donné, et ce système évolue dans un environnement donné, c'est-à-dire qu'il échange des flux avec cet environnement, des flux entrants et des flux sortants. En ce sens, un robot, enfin ce système-là, est un dispositif qui transforme des flux entrants en flux sortants en fonction d'une finalité définie par des exigences, par un besoin. Donc ce système tel qu'il était défini, eh bien, existe dans différentes phases tout au long de sa vie. C'est-à-dire que par du concept, de l'idée préalable au système, le pourquoi de la nécessité de ce système. Ensuite, on passe dans une phase de conception-réalisation. Ensuite, dans une phase d'exploitation. Et enfin, dans une dernière phase, une fois qu'on n'en a plus besoin, de retrait de service et de démantèlement. Toutes ces différentes phases constituent ce qu'on appelle le cycle de vie du système. Alors, on va revenir en détail sur chacune de ces phases. Au départ, le système est un concept, c'est une idée, c'est quelque chose qui correspond à un processus de création, d'innovation. À partir de ce concept, eh bien, on va l'exprimer, voire modéliser le système pour en faire, pour le décrire sous forme d'exigence. Une fois que cette description est réalisée, le système va rentrer dans une phase de conception et d'intégration, c'est-à-dire que on va transformer ces exigences en un produit fini. Ces phases sont des phases qui sont itératives, elles se bouclent. On va réaliser ces phases tant que le système réalise bien ce pourquoi il a été défini. Une fois qu'il est qualifié, eh bien ce système est mis en production, il est fabriqué, il est réalisé à grande échelle, pour ensuite être exploité, c'est-à-dire être utilisé dans les conditions nominales et éventuellement, quand des problèmes se posent, pour être maintenu. In fine, quand le système n'a plus besoin d'exister, qu'il ne correspond plus à un besoin, ou que technologiquement il ne peut plus assurer la mission pour laquelle le système a été conçu, eh bien il faut le retirer du service, c'est-à-dire eh bien le rendre inopérant et le rendre et le garder en sécurité face aux gens qui l'utilisent. Et éventuellement, la dernière phase est une phase de démantèlement, c'est-à-dire eh bien de recyclage éventuel de ces constituants. Ces différentes phases de ce cycle de vie sont construites dans le cadre du projet Sumo sur une semaine, c'est-à-dire qu'au fond, les phases d'exigence et de conception
ont été réalisées de lundi à mercredi. De jeudi à vendredi, les phases de réalisation, intégration, validation et production ont été faites, c'est-à-dire que les étudiants jusqu'à vendredi ont mis en place, enfin ont construit le robot. In fine, il a été exploité vendredi pendant les différents combats, et puis la semaine suivante, il a été démonté et remis, ses constituants ont été démontés et remis dans des boîtes pour servir l'année d'après. Donc dans ce cycle de vie, les différentes phases s'enchaînent de manière temporelle. Le robot répond à des exigences, c'est-à-dire que le système a bien une finalité. Si on construit un robot de combat, c'est effectivement pour gagner le duel. Donc, pour gagner ce duel, ça va être l'exigence fondamentale, initiale, du système robot sumo. Ces exigences-là vont être réalisées par des fonctions. C'est-à-dire que ces exigences vont être allouées à des constituants du système qui vont mettre en œuvre les différentes activités pour remplir ces exigences. Donc là, en l'occurrence, pour gagner le combat, dans un cas d'un robot sumo, il faut pouvoir repérer l'adversaire, il faut pouvoir commander les différents constituants et il faut pouvoir se déplacer. Donc tout ça va amener une décomposition, je dirais fonctionnelle, et une allocation fonctionnelle et une relation entre les exigences et les différentes fonctions du robot. Il faut bien faire attention à cette notion d'exigence parce qu'elle est vraiment cruciale. C'est-à-dire que la définition des exigences et cette analyse des exigences va conduire ou non à une situation efficiente ou non. Par exemple ici, dans le cas du robot, les étudiants avaient bien imaginé que pour gagner le duel, il fallait bien se repérer, il fallait bien commander, il fallait bien se déplacer, et donc avaient alloué à l'exigence gagner le duel, ces fonctions, se repérer, commander et se déplacer. En revanche, ils n'avaient pas du tout imaginé que pour gagner un combat qui est un combat de robot sumo, il faut pouvoir éjecter le partenaire du terrain, enfin l'adversaire du terrain. Et donc pour ça, ça nécessite l'introduction, dans le cadre du robot numéro 1, d'un système qui lui n'est pas forcément un système piloté ou intelligent lui-même, qui est un bête pelle qui permet de soulever le robot adverse, mais c'est un système parce qu'il se dimensionne, parce qu'il transforme des flux, parce qu'il est indispensable à la réalisation de l'exigence gagner le duel, un système de pelle qui permet d'éjecter le robot à l'extérieur. Donc ça montre bien que cette analyse des exigences est une analyse à faire de manière extrêmement fine pour ne pas oublier ou ne pas passer à côté d'éléments fondamentaux dans l'architecture finale de mon système. Alors ce système robot n'est pas une entité, un bloc unifié. Ce système est composé de sous-systèmes et c'est l'assemblage de ces sous-systèmes qui réalise la fonction robot. Donc en l'occurrence, un certain nombre de fonctionnalités du système constituent ces sous-systèmes. Donc on va trouver des capteurs, on va trouver une carte de commande, on va trouver des actionneurs, on va trouver le système qui permet d'expulser le robot adverse du terrain. Et c'est l'interaction, la coopération de ces sous-systèmes qui constitue le système. Alors ça, c'est un point qui est fondamental en ingénierie système, c'est-à-dire que on ne va travailler que sur des objets qui sont, on va dire, modulaires, constitués de modules, de sous-modules, et c'est cet assemblage qui constitue cette notion-là. Et tout l'intérêt de l'ingénierie système, c'est de définir de manière explicite et rigoureuse chacun de ces sous-systèmes pour que à la fois il soit complètement compris et utilisé correctement à l'intérieur du système qui le compose, mais éventuellement qu'il soit réutilisable pour d'autres systèmes, ce qui permet d'optimiser la fabrication ou la conception de systèmes. Par exemple, chez BMW, 20% des constituants des véhicules sont des systèmes qui sont réutilisables et qui proviennent déjà des études déjà faites. Donc cette notion de système est une notion assez importante et complexe. Mais il faut bien rendre compte que à l'intérieur, durant le combat, ce robot qu'on considère ici de notre point de vue comme un système devient un sous-système de l'ensemble combat.
Et on pourrait comme ça imaginer une explosion, enfin une vision globale de systèmes, sous-systèmes qui s'agencent, etc., jusqu'à former un système économique global. Un avion, c'est un système de systèmes, mais qui lui-même un sous-système du transport aérien, qui est lui-même un sous-système de l'économie du transport aérien, etc., etc. Donc cette notion-là est une notion importante, et l'intérêt, et je dirais le danger, c'est de bien savoir où positionner le curseur à un moment donné, de considérer ce qui est le système et ce qui est le sous-système. Donc dans cette décomposition de système de système de système de système, eh bien on peut aller jusqu'à n'importe où, n'importe quoi, et arriver à une décomposition trop fine avec une granularité qu'on ne saura pas gérer dans la complexité. Donc il va bien falloir classer ces notions de sous-système en sous-systèmes effectifs, c'est-à-dire redécomposables, en éléments constituants, et en troisième catégorie d'éléments qui sont les produits qui contribuent à la vie du système, parce que le système n'existe pas tout seul. Donc, en l'occurrence ici, si on prend l'exemple du module capteur, eh bien on va déterminer éventuellement trois sous-systèmes indépendants, c'est-à-dire les fonctions logicielles qui font fonctionner ce capteur, les fonctions matérielles qui font effectivement l'émission et la réception, eh bien infrarouge, qui permet de faire de la détection par exemple de distance, et puis en troisième lieu une interface communicante qui permet d'échanger les informations avec les autres sous-systèmes. Mais ce module capteur n'existe pas tout seul. Ce module capteur, il doit être programmé, il doit être configuré dans le mode de fonctionnement donné. Et donc pour ça, j'ai d'autres systèmes qui n'appartiennent pas en propre à ce système, et c'est ça qu'on va appeler des produits contributeurs, qu'on va obtenir sous la forme de systèmes tout faits. En l'occurrence, pour gérer ce module capteur, on aura besoin d'un ordinateur et des logiciels de programmation qui nous permettront de configurer ces capteurs. Donc dans cette décomposition, on va voir apparaître donc une notion de système contributeur qui contribue à la vie du système. Et puis, in fine, les éléments émetteurs-récepteurs, par exemple, constituent des constituants du système, c'est-à-dire qu'on ne va pas les redécomposer, on va considérer qu'ils existent tout faits. Donc ce sont des composants. Donc on arrive donc à l'arborescence suivante qui décrit effectivement ce qu'est qu'un système. Donc un système est constitué de sous-systèmes qui sont à la fois eux-mêmes constitués éventuellement de sous-systèmes, d'accord, et ces sous-systèmes existent, et ce système existe à l'aide de produits contributeurs qui servent au développement, à la vérification, à l'exploitation, à la maintenance, et voire au retrait de service de ce sous-système. Par exemple, un exemple d'élément contributeur du robot, serait le tournevis qui permet à le monter. Donc on rentrait dans la case exploitation ou retrait de service. Ces systèmes, donc ces sous-systèmes, sont à la limite redécomposables, et on va arriver à une échelle qui est une échelle minimum où on arrive aux constituants de ces sous-systèmes, et cet assemblage-là permet de créer, d'opérer le système en lui-même. Donc ça, c'est cette notion itérative de décomposition, parce que cette décomposition, elle se fait pas forcément elle se fait pas en une seule boucle, en système, sous-système, de sous-système, système, etc. C'est une décomposition itérative, dichotomique, qui permet, de structurer la notion de système. Donc cette idée-là qu'on doit avoir fondamentalement en tête pour réaliser l'ingénierie de ce système. C'est-à-dire que c'est le modèle global, du système qu'on cherche à réaliser. Donc cette décomposition de système en sous-système, etc., donne lieu à ce qu'on pourrait dire à une architecture. Donc le robot est une architecture, où il a une architecture. Il est structuré autour d'une architecture réalisée par des systèmes indépendants. Ces systèmes indépendants structurent cette architecture, mais ce n'est pas l'architecture qui est à la base de l'ingénierie. Ce qui est à la base de l'ingénierie, c'est la notion d'exigence, c'est-à-dire la notion de besoin. Ces exigences sont décomposées en sous-exigences, d'exigences dérivées, et à chaque exigence dérivée va s'associer dans le processus d'ingénierie des éléments de solution.
Et c'est l'assemblage de ces éléments de solution qui constitue l'architecture du système. On est donc bien dans une vision qui est une vision, je dirais, d'ingénierie des exigences fondamentales, c'est-à-dire qu'on commence par se poser la question de à quoi sert, pourquoi le système, pour arriver à une solution qui répond à cette question, et non pas partir d'une solution et de l'adapter à éventuellement une problématique donnée. Alors, dans l'exemple, les étudiants qui ont construit le robot numéro 1 dans le cas de la semaine système d'il y a 3 ans du projet Sumo, eh bien, ont déterminé l'architecture suivante. C'est une architecture, elle vaut ce qu'elle vaut, elle n'est pas fondamentalement efficiente à mon sens, parce qu'elle ne met pas en évidence les bons éléments à concevoir. Par exemple, cette architecture ne structure pas, enfin cette présentation ne structure pas la structure du robot, elle se concentre que sur la notion de déplacement du robot, elle ne prend pas en compte par exemple l'appel pour soulever l'autre robot, etc., etc. Elle ne prend pas en compte aussi la dichotomie, la dualité qu'on a dans ce type de système mécatronique entre l'électronique et la mécanique, c'est-à-dire entre la commande et les actionneurs. Elle modélise de manière, je dirais, séparer la partie commande des actionneurs, sauf que chacun des actionneurs est commandé plutôt par une partie de la partie commande. Donc on peut avoir une vision, je dirais, plus transversale de la modélisation de ce robot. Mais c'est une tentative de modélisation de l'architecture. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on aboutit ici à un modèle. Et ça, c'est un point qui est fondamental dans l'ingénierie système, c'est la notion de modèle. C'est à partir de cette notion de modèle qu'on va pouvoir travailler. C'est à partir de cette notion de modèle qu'on va mettre en œuvre des processus de coopération, c'est-à-dire qu'en fait, ce modèle va servir de base documentaire sur lequel chacun des acteurs de l'ingénierie va pouvoir travailler, puisqu'on va parler, on va travailler autour du même concept, de la même vision des choses. Et c'est aussi intéressant, puisque l'ingénierie système est une vision interdisciplinaire, eh bien, ici, on va mettre en évidence les disciplines qu'on va devoir utiliser pour construire l'ensemble de ce système. Donc la notion de modèle est une notion qui est au cœur de l'ingénierie système et sur lequel l'essentiel du travail de conception va être réalisé. Donc nous avons vu un certain nombre de concepts fondamentaux que nous allons rapidement passer en revue. L'ingénierie système s'appuie sur la notion de système. Le système est un objet technique qui répond à une finalité, ça veut dire qu'il est construit par l'homme, qui répond donc à cette finalité en transformant des flux entrants en flux descendants, en flux sortants, et cette notion de flux étant de la matière, de l'énergie ou de l'information. La seconde notion est la notion de système, c'est-à-dire qu'un système n'est pas un composant unique, s'il se décompose en sous-systèmes et intègre un environnement dans lequel lui-même peut être un sous-système. Cette notion de système est une notion qu'il faut toujours avoir en tête dans un processus d'ingénierie système. Le système n'est pas seul. Le système a une finalité, c'est-à-dire qu'il répond à des exigences. Cette notion d'exigence est une notion qui est à la base de tout. L'ingénierie des exigences est l'étape la plus fondamentale de l'ingénierie système, c'est-à-dire bien comprendre, bien définir, bien structurer, eh bien, les finalités du système, ses caractéristiques, ses contraintes, ses fonctions qui permettent au système de réaliser, eh bien, sa finalité. La notion de traçabilité, ça permet de relier les fonctions du système, les éléments, les composants du système aux exigences. C'est-à-dire qu'on fait exactement faire la preuve formelle que le système répond parfaitement aux exigences de départ. Cette notion de traçabilité est une notion aussi indispensable à l'ingénierie système. La notion de cycle de vie. Un cycle de vie qui est constitué par les différentes étapes par lesquelles va passer le système pour passer du concept, c'est-à-dire de l'idée initiale au système, jusqu'à son démantèlement et son retrait de service. Cette notion de cycle de vie est fondamentale et la conception, c'est-à-dire la notion de concevoir, intervient à toutes les étapes du cycle de vie. On conçoit le retrait de service d'une centrale nucléaire, on conçoit le démantèlement d'une centrale nucléaire, on conçoit la mise en production, on conçoit les méthodes de fabrication d'un véhicule.
À toute étape, la conception ne se fait pas uniquement au début, et elle se fait sur toute étape du cycle de vie du système. Néanmoins, si toutes les étapes sont prises en compte dès le départ, les aspects de conception futurs, eh bien, sont plus simples. Donc, c'est un point important à intégrer dans sa vision de l'ingénierie système. La notion de modèle. La notion de modèle est une notion de modèle fondamentale sur l'ingénierie système. Elle est au cœur même de l'ingénierie système pour différentes raisons. Première raison, parce que l'ingénierie système est structurée à l'aide de processus coopératifs dans lesquels interviennent différents acteurs. Ces acteurs doivent utiliser le même langage pour que les processus mis en œuvre arrivent à leur fin. Ce langage fondamental constitue en fait le modèle du système, c'est-à-dire qu'on travaille tous sur le même modèle, la même ressource documentaire. Mais au-delà de ça, l'arrivée des logiciels de simulation rend possible aujourd'hui la validation du fonctionnement du système via la simulation. Et donc ce modèle devient plus une simple référence documentaire, devient un objet en lui-même qu'on va pouvoir simuler, sur lequel on va pouvoir valider un certain nombre de choses. Donc le modèle est fondamental dans la notion de système. Le dernier point, eh bien, c'est l'architecture. Un système a une architecture, il est structuré dans un univers, et donc cette notion d'architecture, elle est la base, ce qui va faire la caractéristique d'un système, ce qui va faire son efficience, c'est l'efficacité, l'efficience de cette architecture, la pertinence de cette architecture. La conception de l'architecture est donc l'élément central de l'ingénierie système. Elle départ sur une analyse des exigences, passe par la conception de l'architecture et termine sur la notion d'intégration, de validation, de mise en production, etc. Mais le cœur de là est bien la conception de l'architecture. Voilà. Système de système, exigence, traçabilité, cycle de vie, modèle, architecture sont les concepts fondamentaux que nous venons de définir, enfin qu'on a essayé de définir à travers cet exemple de robot sumo, et qui sont au cœur de l'ingénierie système.